suis ravi de vous accueillir, ce que je vous disais au tout début, pour cette quatrième atelier dans le cadre des web-séries mené entre l'ADI et France Travail. Alors aujourd'hui, en fait, c'est nos amis de l'URSSAF Midi-Pyrénées, avec Hervé Reynaud, que vous voyez sur la capsule, qui va vous présenter le statut de la micro-entreprise. Alors pour répondre à certains là qui n'ont pas reçu le replay des autres jours, je vais vous mettre dans quelques instants, en fait, dans le chat, un lien pour accéder sur la page YouTube de l'ADI et vous aurez tous les replays en direct. Enfin, les replays, vous pourrez prendre les replays sur cette page. Voilà. Concernant le support d'aujourd'hui et le replay d'aujourd'hui, il sera transmis à toutes les personnes qui se sont inscrites. Voilà. Hervé, est-ce que c'est bon pour toi? Je vois que tu fermes la fenêtre. Ouais, ça évitera d'avoir peut-être un reflet. Je suis pas sûr. Alors déjà désolé, pour être très transparent, on a eu un petit problème informatique. Donc j'ai repris le poste d'un collègue, en urgence, donc les conditions ne sont pas géniales, mais bon, ça va pas changer sur les infos que je vais vous donner, mais je suis désolé pour la vision, du coup vous m'avez de travers et avec, un contre-jour. Mais voilà, hormis ça, ça devrait fonctionner, quoi. Donc bonjour à tous et bienvenue donc pour ce webinaire. Donc je vous propose de commencer du coup et de rentrer dans le vif du sujet. Donc les points que nous allons aborder aujourd'hui, tout simplement pour l'auto-entrepreneur, on va commencer par faire un point sur les différents interlocuteurs que vous allez avoir en tant que nouveau chef d'entreprise et connaître les fonctions de chacun. On parlera ensuite donc des fondamentaux de l'auto-entreprise avec les règles de fonctionnement. Parler de la protection sociale à laquelle vous allez avoir accès, parce que c'est bien de payer des cotisations, mais c'est encore mieux de savoir à quoi vont servir vos cotisations. On parlera ensuite des services en ligne de l'auto-entrepreneur, qui vont être les outils que vous utiliserez régulièrement pour faire vos déclarations. Et le dernier point, on vous parlera, enfin, je vous parlerai des offres URSSAF et de comment l'URSSAF peut vous accompagner tout au long de votre vie de chef d'entreprise. Alors, vous êtes nombreux, donc vous pouvez poser des questions. J'essaierai au fil de l'eau d'y répondre. Je ne vous garantis pas, s'il y en a énormément, de toutes y répondre, mais on essaiera de couvrir le maximum d'informations. Au niveau des interlocuteurs que vous allez avoir, donc très classiquement, vous allez avoir la CAF comme interlocuteur. Donc la CAF qui va s'occuper de tout ce qui est partie allocation familiale. Bonne nouvelle, pas de changement notable les concernant. Donc c'est des gens que vous connaissez déjà et avec qui vous continuerez à avoir des échanges, mais qui seront les mêmes que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui en tant que salarié, ou demandeur d'emploi ou retraité, si vous êtes retraité ou étudiant. Donc là, rien ne va changer. L'URSSAF, donc qui devient un nouvel interlocuteur pour vous, et qui va effectivement rentrer dans la boucle et je vais vous expliquer comment on fonctionne et comment on devra échanger, dans les prochains jours et dans les prochains mois. Vous aurez ensuite l'assurance maladie, donc la CPAM, pour tout ce qui est, relatif à la santé. Donc là aussi, c'est des gens que vous connaissez et avec qui vous avez, des échanges, donc rien ne va changer si ce n'est que votre casquette changeant, il y aura quelques règles de fonctionnement légèrement différentes, mais on va y venir. Et ensuite, vous aurez, pour l'assurance retraite, donc les personnes, de la CARSAT avec qui vous n'aurez pas des échanges quotidiens et avec qui vous aurez plus des échanges en fin de carrière et au moment de l'approche de votre retraite. Donc là aussi, pas de gros changements. Alors je m'arrête 2 secondes, j'ai vu passer un petit message concernant la MSA. Alors, on me demande quand on dépendait de la MSA, est-ce qu'on reste à la MSA? Tout va dépendre pourquoi vous êtes à la MSA. Si vous étiez, à la MSA parce que, salarié agricole est couvert par la MSA et que vous devenez, chef d'entreprise d'une entreprise qui va dépendre de l'URSSAF, donc vous changerez de régime et là vous passerez à l'URSSAF. Si par contre vous êtes, chef d'entreprise agricole et que vous montez une deuxième activité en parallèle,
Alors vous pouvez tout avoir à la MSA ou vous pouvez dépendre des 2. Donc ça dépendra un peu des cas. Donc là, c'est vraiment du cas par cas et en fonction de vos activités. Donc pour vous parler de l'URSSAF et de notre rôle, beh, le rôle de l'URSSAF, c'est de collecter, les cotisations qui servent à assurer le financement de la protection sociale. Cet argent, on le récupère donc auprès de 25 millions de salariés et aujourd'hui un peu plus de 10 millions, d'employeurs et d'entrepreneurs, et cet argent va être redispatché vers, les différentes caisses, donc la CPAM, la CARSAT et cetera, pour financer la maladie, la retraite, la famille, le chômage. Donc voilà le fonctionnement principal de l'URSSAF et notre rôle principal. On a également 2 autres rôles, donc le deuxième qui est, un rôle de contrôle et je dirais de gendarme, où effectivement, étant donné que vous payez vos cotisations sur la base de déclarations, on est obligé de s'assurer, du fait que ces déclarations, sont bien faites, ce qui est logique, et le dernier point, on en parlera notamment à la fin, c'est que l'URSSAF a aussi un rôle, pour vous aider, au quotidien et je vous expliquerai comment on peut intervenir, sur ces aides. Donc pour entrer dans le, concret, on va parler maintenant de l'auto-entreprise, qui est le sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Être auto-entrepreneur aujourd'hui, beh, ça, implique un certain nombre de règles et on va les passer les unes après les autres, pour essayer de vous amener le maximum d'informations. Première obligation que vous allez avoir, c'est tout simplement, à partir du moment où vous allez vous créer, c'est de faire figurer, en face du nom de votre entreprise, la mention entreprise individuelle ou EI. Vous savez tous qu'en tant qu'auto-entrepreneur, l'entreprise, elle porte votre nom, même si après vous avez mis un nom commercial. En plus, officiellement, l'entreprise, elle va s'appeler Louis Dupont ou Marie Durand, peu importe. Et vous aurez l'obligation de rajouter la mention EI ou entrepreneur individuel, de manière à distinguer, le patrimoine personnel du patrimoine professionnel. C'est-à-dire que vous devez préciser à vos interlocuteurs si vous parlez en tant que Louis Dupont personne ou Louis Dupont entrepreneur individuel, c'est-à-dire avec votre casquette de chef d'entreprise. Et dans ce cas-là, si vous avez contracté avec eux dans le cadre de l'entreprise, on ne pourra vous demander, en cas de non-paiement, que de garantir ce paiement avec le patrimoine professionnel, et donc ça permet de séparer, les 2 patrimoines, et donc c'est une nouvelle protection que vous avez. Donc important de bien penser à mettre ce message. Si vous vous posez la question en vous disant: «Est-ce que là je dois le mettre?» C'est pas compliqué, la réponse c'est oui. C'est-à-dire que vous devez le mettre partout à partir du moment où vous parlez de votre entreprise, donc que ce soit sur les véhicules, sur les cartes de visite, sur tous les documents commerciaux, les factures, les devis, et cetera, et cetera, et cetera. Donc voilà, si vous posez la question, c'est oui, quoi qu'il arrive. Concernant votre chiffre d'affaires, pour pouvoir être auto-entrepreneur, vous avez également des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc si vous faites de la vente de marchandises, le seuil de chiffre d'affaires, c'est 188 700, et pour les prestations de services, c'est 77 700. Important à savoir, ce chiffre est valable pour une année civile. Donc attention, si vous montez en cours d'année, il faudra proratiser, le montant du chiffre d'affaires de façon à ne pas le dépasser. De la même manière, si vous avez une activité qu'on appelle activité mixte, c'est-à-dire que vous faites à la fois de la vente de marchandises et de la prestation de services, vous devrez comparer votre chiffre d'affaires de prestation de services aux 77 700 et ensuite additionner les 2 chiffres d'affaires des 2 activités et le comparer aux 188 700. Si on met un exemple en face, imaginez que vous faites 150 000 ventes de marchandises et 50 000 prestations de services. Quand vous regardez les chiffres, vous allez me dire: «Je suis en dessous». Non, 150 000 plus 50 000, ça fait 200 000. Donc on voit que vous dépassez les 188 700. Donc attention à ça. Concrètement, qu'est-ce qui se passe si vous dépassez ce chiffre d'affaires? Première année, beh, il ne va rien se passer, donc rien de grave. Deuxième année, si vous dépassez, il ne se passera toujours rien. Ce n'est qu'au début de la troisième année qu'on va vous dire: «Vous avez dépassé les seuils pendant 2 années, donc vous n'êtes plus auto-entrepreneur et vous allez changer de régime et vous allez passer sur le régime réel du travailleur indépendant, et donc il y aura un nouveau mode de calcul de vos cotisations».
Je vous rassure, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas d'amende, donc vous ne risquez rien à dépasser, hormis ce changement de régime. Donc je vous le dis parce que j'entends souvent dans des réunions des chefs d'entreprise qui me disent: «Ah oui, mais en fin d'année, j'ai arrêté de prendre des contrats parce que je ne veux pas dépasser». Non, je vous mets à l'aise, continuez à travailler, dépasser le chiffre d'affaires, c'est pas dramatique et au contraire, c'est signe de bonne santé et que vous avez une entreprise qui fonctionne très bien. Donc je vous invite à dépasser largement. En parallèle de ça, vous avez également un seuil, donc vous allez être en franchise de TVA, au début de votre activité et vous avez des seuils de TVA à ne pas dépasser pour rester en franchise de TVA. Alors autant sur les seuils de chiffre d'affaires, pour être, auto-entrepreneur, il n'y a rien de grave, à dépasser, autant là, soyez très vigilants sur ces seuils par rapport à la TVA, puisqu'effectivement, si vous venez à dépasser le seuil, donc le seuil, c'est 36 800 pour les prestations de services, avec une tolérance jusqu'à 39 100 une fois et 91 900 pour la vente de marchandises avec une tolérance jusqu'à 101 000. Si vous dépassez, il vous faut savoir que le mois du dépassement de ce chiffre d'affaires, vous devez collecter de la TVA. Donc si vous ne le faites pas, beh, tout simplement à la fin de l'année, quand vous allez déclarer votre chiffre global aux impôts, les impôts vont pouvoir vous demander la TVA collectée sur la partie qui a dépassé. Donc forcément, si vous n'avez pas collecté cette TVA, ça veut dire que ça va sortir de votre poche et c'est votre marge brute que vous allez devoir donner aux impôts. Donc soyez très vigilants sur ça parce que ça peut vite coûter très cher et ça peut être des sommes relativement importantes, notamment si vous avez fait un chiffre d'affaires qui est relativement important. Donc soyez très vigilants sur ça et suivez-le très régulièrement, tout simplement en vous prenant un petit tableau Excel, qui va vous permettre de suivre ça. Pour éviter d'avoir un chiffre d'affaires qui monte trop vite, pour les personnes, alors c'est principalement les gens qui vont être dans le bâtiment, parce que c'est eux qui sont le plus concernés, vous avez la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle les débours. Les débours, c'est quoi? Tout simplement, vous avez, beaucoup d'entreprises du bâtiment où ça se fait beaucoup aujourd'hui. Vous avez des gens qui vont vous dire: «Mais moi, le matériel que je vais installer, je le fais acheter directement à mon client, ça évite que j'ai à le refacturer et ça évite que je monte le chiffre d'affaires». Alors c'est une des solutions, mais si vous avez, des personnes qui, comme moi, sont très mauvais en bricolage, si vous me demandez d'aller acheter du matériel, il y a de grandes chances que le matériel que j'achète ne soit pas le bon et qu'au final, quand vous veniez le poser chez moi, vous ayez des problèmes. Donc il faut savoir que vous avez la possibilité tout simplement d'acheter vous le matériel, mais vous demandez que la facture d'achat du matériel soit mise au nom de votre client final. Vous payez à votre fournisseur la facture et lorsque vous ferez votre facture finale à ce client, vous allez mettre le montant de votre main-d'œuvre, imaginons 1 000 €, et ensuite vous allez mettre une ligne débours qui va correspondre au montant des marchandises que vous avez achetées. Donc imaginez qu'il y avait 500 €, vous allez mettre débours 500 € et votre client vous fera bien un chèque de 1 500 € pour vous payer à la fois votre main-d'œuvre et le remboursement du matériel que vous avez acheté. Par contre, vous ne déclarerez que les 1 000 € au niveau, de l'URSSAF et des impôts, ce qui vous évitera d'avoir un chiffre d'affaires qui soit monté de 500 € et vous n'aurez pas pris de marge sur cette somme-là, mais ça vous évite de monter votre chiffre d'affaires trop rapidement. Donc connaissez cette astuce des débours, qui est pas du bricolage et c'est une astuce légale, qu'on vous donne, mais sachez vous en servir parce que ça peut vous éviter effectivement de monter artificiellement votre chiffre d'affaires et surtout de payer des cotisations sur du matériel sur lequel des fois vous ne gagnez pas énormément d'argent. Donc ça peut être compliqué. Si par contre vous avez du matériel sur lequel vous gagnez énormément d'argent et que vous faites des marges importantes, bah, forcément ne pratiquez pas les débours et facturez le matériel et prenez la marge, sur ce matériel. Autre obligation que vous allez avoir en tant qu'auto-entrepreneur, c'est celle d'ouvrir un compte bancaire qui va être dédié à l'activité professionnelle. Donc la loi vous dit que si vous ne faites moins de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives, ce n'est pas obligatoire. Malgré tout, je vous conseille très fortement de le faire, toujours dans le souci de séparer le professionnel du personnel. Au moins, vous aurez un compte en banque professionnel. Alors, quand je dis compte en banque, pour l'activité professionnelle, vous pouvez ouvrir un compte pro dans une banque ou un compte personnel, mais qui vous servira
pour, encaisser les sommes, liées à l'activité professionnelle. Donc ça, c'est très important. À savoir que si vous ouvrez un compte pro, beh, ce compte pro s'appellera Marcel Dupont, entrepreneur individuel, encore une fois. Si par contre vous ouvrez un compte personnel, mais qui va vous servir pour votre activité professionnelle, vous ne pourrez pas mettre cette mention, de travailleur indépendant ou entrepreneur indépendant, vous ne pourrez pas la noter. Mais c'est la seule tolérance que vous avez par rapport à ça. Autre obligation que vous allez avoir, si vous avez des clients particuliers, vous allez avoir l'obligation de faire appel, enfin de proposer à vos clients particuliers l'accès à un médiateur à la consommation. Un médiateur à la consommation, c'est quoi? Beh, tout simplement, avant, le 1er janvier 2016, lorsque vous aviez un litige avec un de vos clients, la première étape, c'était le règlement, amiable avec ce client, et lorsque vous ne trouviez pas de solution à l'amiable, beh, vous étiez obligé d'aller devant les tribunaux pour régler le conflit. Les tribunaux en France étant extrêmement engorgés, l'État a souhaité, limiter le nombre d'accès aux tribunaux, et dans ce cas-là, a obligé de passer par un médiateur qui va rendre un avis, une médiation, une recommandation que vous suivrez ou pas, ce n'est pas une obligation, mais c'est une étape intermédiaire avant d'avoir accès éventuellement aux tribunaux, ce qui permet de désengorger un peu les tribunaux. Concrètement, comment ça se passe? Beh, vous devez trouver, un médiateur, relatif à votre activité. Donc vous avez la possibilité d'aller, sur la commission d'évaluation de contrôle de la médiation de la consommation, donc CECMC. Vous tapez ça dans Google et vous y tomberez dessus. Et vous allez trouver la liste des médiateurs, officiels, et vous allez prendre le médiateur, qui correspond à votre activité. Alors vous en aurez plusieurs, vous aurez plusieurs choix, vous en choisissez un, et vous allez devoir contracter avec lui pour qu'ensuite il gère les médiations de vos clients. Au niveau du contrat, 2 solutions. Soit vous prenez un paiement avec un forfait global à l'année qui va vous coûter entre 25 et 50 € en fonction des médiateurs, et chaque fois qu'un de vos clients fera appel au médiateur pour une action de médiation, vous paierez une centaine d'euros par médiation. Ou alors tout simplement vous dites: «Moi j'ai pas envie de payer 25 à 50 € parce que je n'aurai jamais de problème de médiation, parce que mon activité, je vois pas pourquoi j'aurais des soucis». Et dans ce cas-là, vous ne payez rien dans un premier temps. On parle de paiement à l'acte, et à l'inverse, lorsqu'un client demandera au médiateur d'intervenir, beh, vous paierez entre 150 et 300 €. Donc là, à vous de voir en fonction de votre activité, quel est le risque, que vous pouvez avoir, par rapport à ça. Mais sachez que c'est obligatoire de proposer à vos clients. Donc vous devez le faire figurer sur vos contrats, sur vos conditions générales de vente, ou par tout autre moyen approprié. Donc ça peut être un affichage, sur votre caisse, dans vos bureaux, et cetera. Mais il faut que vos clients sachent quel est le médiateur auprès duquel ils peuvent, prendre contact en cas de litige avec vous. Hervé, si on peut prendre peut-être Oui, 2 minutes pour répondre aux questions. Je vois qu'il y a pas mal ouais. de questions qui Alors, arrivent, ça évitera de tout poser à la fin. je remonte un peu en arrière. Tic tic tic. Alors, je sais pas si tu en as vu quelques-unes de. J'ai vu une question sur savoir si les banques en ligne, ça fonctionnait pour, le compte. Mmh. Alors, les banques en ligne fonctionnent, attention malgré tout, à ces banques. La seule où je mettrais un bémol, c'est les comptes nickel, sur lesquels il y a très peu de contrôle, qui sont des comptes que vous ouvrez dans les bureaux de tabac, où ça a du mal à fonctionner avec l'URSSAF. Après les banques, classiques, Boursorama, et cetera, qui dépendent de gros groupes, bancaires, français, il y a pas de souci par rapport à ça. Qu'elles soient en ligne ou pas, ça posera pas de problème par rapport à ça. Tududu. Le dispositif de médiation est-il obligatoire pour les prestations de services? Alors le dispositif de médiation est obligatoire pour tout à partir du moment où vous avez, des clients particuliers. Donc quelle que soit votre activité, si vous avez un client qui est un particulier, vous devez avoir le dispositif de médiation, et c'est pas lié à l'activité que vous allez faire. Mais effectivement, après, il y a des
j'entends qu'il y a des métiers sur lesquels vous avez moins de risques, d'avoir, un conflit. C'est pour ça notamment que le paiement à l'acte de médiation peut être intéressant. Ça vous évite de payer 25 ou 50 € pour un truc qui finalement ne vous servira probablement jamais. On a une question nous aussi, quelqu'un qui veut revoir les chiffres sur la franchise de TVA. Si tu peux les redonner, peut-être? Alors, je remonte en arrière, hop. Sur la franchise de TVA, donc le seuil, pour la vente de marchandises, c'est 91 900 avec encore une fois une tolérance une fois jusqu'à 101 000, donc c'est 10 de plus, et pour les prestations de services, le chiffre c'est 36 800, toujours pareil avec une tolérance jusqu'à 39 100, donc 10 de plus. Donc ça, c'est les chiffres, à l'heure actuelle concernant la TVA. Après, il y a des questions enfin personnelles, c'est compliqué de répondre à tout le monde parce que vous êtes Oui, personne du groupe. j'en vois passer, mais Mmh. effectivement, quand c'est des questions personnelles, évitez parce que, vu que vous êtes, 400 et quelques, si on doit traiter tous les cas individuels, ça va être un peu compliqué, quoi. Allez, on peut C'est bon pour continuer. toi? Ouais, allez. Alors, hop, je reprends. Vous avez, donc sur l'écran, les taux de cotisation qui vous seront appliqués, donc en fonction de votre activité. Donc si vous avez une activité d'achat-revente de marchandises, le taux de cotisation qui sera appliqué à votre chiffre d'affaires est de 12,30. Pour les prestations de services commerciales ou artisanales, le BIC sera 21,20. Les autres prestations de services, BNC 21,10, les professions libérales réglementées 21,20 et tout ce qui est location de meublés de tourisme classé, vous serez à 6 puisque c'est un taux particulier. Hop. Vous allez également devoir payer la, contribution à la formation professionnelle, donc CFP. Donc vous avez les taux qui sont affichés, donc 0,3 pour les artisans, 0,1 pour les commerçants et 0,2 pour les professions libérales. La contribution à la formation professionnelle, ça vous sert à quoi? Tout simplement, c'est un pot commun, que vous avez, donc vous allez cotiser, pour, prévoir les futures formations, que vous aurez besoin et les OPCO qui gèrent, ces fonds, vous ferez des demandes et pourront vous aider à financer tout ou partie de vos futures formations, que vous pourrez avoir besoin dans le cadre de votre activité, dans le futur. Donc ça peut être des formations à la comptabilité, ça peut être des formations sur un produit technique, qui viennent de sortir, vous avez besoin d'une formation pour apprendre à vous en servir, et cetera, et cetera. Donc il y a, énormément de formations à disposition et en fonction du type de formation, les OPCO, ont des taux de financement qui viendront s'appliquer et soit ils prendront toute la formation à leur charge, soit uniquement une partie ou pas du tout, en fonction de votre activité et de s'ils jugent que c'est important de vous financer ou pas. Vous allez, également devoir payer les taxes pour frais de chambre consulaire. Donc vous voyez, c'est pas des sommes, extraordinaires puisque les taux sont relativement faibles, mais ça vient, également s'ajouter. Bon à savoir, elle n'est pas due si le chiffre d'affaires, de l'année précédente est inférieur à 5 000 €. Donc ce qui veut dire que la première année notamment, vous n'en payez pas et si vous avez un chiffre d'affaires faible, vous ne la payez pas non plus, ce qui est notamment intéressant pour les personnes qui ont des entreprises en auto-entrepreneur qui ne sont que des compléments de revenus, où souvent on est inférieur à ces 5 000 € de chiffre d'affaires. Dernier point qui est important, vous allez devoir, lors de la création de votre activité, renseigner une case où on va vous demander si vous souhaitez souscrire au versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est quoi? Tout simplement, quand vous êtes chef d'entreprise, vous prévoyez en fait les charges et les coûts que vous allez avoir dans votre entreprise et il y a une donnée qui est difficilement chiffrable, c'est le montant de l'impôt sur le revenu que vous allez payer en fin d'année. Pourquoi c'est difficilement chiffrable? D'abord parce que, vous ne savez pas exactement le montant du chiffre d'affaires que vous allez faire, même si vous avez fait un provisionnel. Ensuite, il ne dépend pas que de vous, puisque si vous êtes marié, que vous avez des enfants,
Vous avez d'autres infos qui vont rentrer dedans et enfin, on est, sur des tranches d'imposition. Donc avec une première tranche, vous n'êtes pas imposable, puis ensuite vous devenez imposable. Donc c'est des fois un peu compliqué, pour les chefs d'entreprise de se positionner là-dessus. Donc tout simplement, les impôts vous proposent un système qui va vous simplifier la vie, sur lequel vous allez dire: «Beh, voilà, moi je prends le choix de verser 1 de mon impôt ou 1,7 ou 2,2 en fonction de votre activité, par rapport à mon chiffre d'affaires». Donc vous savez budgétairement que votre impôt sur le revenu va vous coûter entre 1 et 2,2. Donc c'est pratique pour budgéter, les sommes, pour fixer votre prix de vente et vous dire: «Voilà, je sais ce que je vais dépenser». Inconvénient du système, c'est que peut-être qu'en fin d'année, vous ne seriez pas imposable, parce que vous avez fait un chiffre d'affaires peut-être moins important que ce que vous pensiez, sauf que vous aurez payé de l'impôt et on ne vous rendra pas cet impôt. Donc oui, ça peut être intéressant, mais oui, ça peut être pénalisant. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, case à cocher et de choix à faire. La seule règle que moi je vous conseille, c'est vous avez le lien vers un simulateur des impôts qui va vous permettre tout simplement par rapport à votre situation fiscale personnelle, de faire une simulation de votre impôt dans laquelle vous allez pouvoir dire: «Beh, je fais 10 000 € de chiffre d'affaires avec mon auto-entreprise, je fais 20 000, je fais 50 000, je fais 200 000». Vous mettrez les chiffres que vous voulez et vous allez voir systématiquement combien vous payez d'impôts ou pas. Et à partir du moment où vous êtes imposable, eh beh, vous allez pouvoir cliquer sur la case en disant: «Je mets le versement libératoire, je le fais pas», et vous allez voir ce qui est le plus intéressant. Et ensuite, en fonction de votre prévisionnel, beh, vous allez dire: «Je me situe dans cette tranche, donc oui, c'est plus intéressant et je le mets» ou «Non, c'est moins intéressant et je le mets pas». Il n'y a pas d'autre règle, que celle-là, pour fonctionner. Donc n'hésitez pas à vous servir de ces simulateurs. Alors, je vois une question de, Pénon Michael qui dit: «Doit-on se faire des fiches de salaire?» Non, vous n'avez pas de fiche de salaire à vous faire, puisque l'argent de votre auto-entreprise vous appartient, c'est le vôtre. Donc qu'il soit dans votre entreprise ou qu'il soit sur votre compte personnel, vous pourrez vous faire des virements de l'un à l'autre sans aucun problème. Vous n'avez pas à justifier ce que vous faites de cet argent. C'est votre argent quoi qu'il arrive, c'est comme si vous l'aviez dans la poche droite ou dans la poche gauche, donc rien ne va changer par rapport à ça. Concernant les cotisations, bon à savoir, vous allez pouvoir demander à bénéficier de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est une aide aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise qui va avoir pour effet de, diviser par 2 le montant des cotisations que vous allez payer. Important à savoir, l'ACRE, vous devez en faire la demande dès le début de votre activité. Pour en faire la demande, vous allez aller tout simplement sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr sur lequel vous allez trouver, un petit onglet, précisant les formalités pour demander l'ACRE et sur lequel vous allez pouvoir télécharger le formulaire à nous envoyer et ensuite vous enverrez ce formulaire via la messagerie de votre compte. Donc c'est l'image que vous avez à l'écran, et donc vous allez pouvoir nous envoyer votre demande d'ACRE. Bon à savoir, l'ACRE vous est attribué, alors on a l'habitude de dire que c'est pour 1 an, c'est vrai et c'est faux. La vraie règle, vous avez l'ACRE pour le trimestre en cours, plus 3 trimestres. Donc vous allez me dire, ça fait 4 trimestres et donc ça fait bien une année. Sauf que si vous montez le 1er janvier, beh, effectivement, trimestre en cours, janvier, février, mars, ça fait bien 3 mois, plus les 9 mois qui suivent, vous avez bien l'ACRE pour 1 an. Si par contre, vous vous créez fin mars, par exemple le 25 mars, beh, vous allez avoir, l'ACRE pour 25, 26, 27, 28 jusqu'au 31 mars, donc une semaine, plus les 9 mois qui restent derrière. Donc vous n'aurez l'ACRE que pour finalement 9 mois. Donc attention, quand vous vous créez, au choix de la date de début d'activité. Si vous prévoyez de vous monter le 25 mars, beh, typiquement, attendez le 1er avril, vous pouvez gagner 3 mois d'ACRE. Alors, comme je dis souvent, l'objectif d'une entreprise, c'est pas d'avoir l'ACRE, mais c'est toujours intéressant d'avoir une aide 3 mois de plus plutôt que 3 mois de moins.
Alors j'ai vu passer une question: «J'ai fait la demande de l'ACRE, mais j'ai eu un retour que les formulaires n'étaient plus à transmettre car cette aide était déjà directement calculée et intégrée à la création». Non, pour les auto-entrepreneurs, vous devez faire la demande. Par contre, si vous avez, un autre régime et notamment si vous êtes en régime réel, effectivement, là, vous n'avez pas à transmettre. Mais pour les auto-entrepreneurs et aujourd'hui on parle des auto-entrepreneurs, la demande de l'ACRE est obligatoire. Si vous ne la faites pas, vous ne l'aurez pas. Il y avait une question, Hervé, un peu plus haut, que j'ai notée, une question de Sandrine qui notait: «Bonjour, lors d'un atelier avec France Travail, un conseiller URSSAF était présent et nous a dit que nous pouvions être accompagnés par un agent URSSAF attitré à l'inscription. Est-ce que c'est toujours d'actualité, cet accompagnement?» Alors, attitré à l'inscription, non. Qu'on peut vous aider, oui. Ensuite, si c'est pour la création de l'entreprise, donc techniquement, il y a pas de service, à l'URSSAF pour le faire. Alors moi, ça m'arrive, à titre personnel, d'avoir des fois des personnes qui sont un peu, perdues et à qui je donne deux trois conseils, même si c'est pas ma fonction. Je pense que j'ai d'autres collègues à l'URSSAF qui peuvent aussi le faire à la marge, mais c'est pas notre fonction. Si par contre, vous avez des vrais problèmes, pour vous immatriculer sur le site du guichet unique et de l'INPI, moi je vous conseille, vous avez, la chambre des métiers, la chambre de commerce qui ont des vrais services, sur lesquels ils vont pouvoir vous aider. Après voilà, nous on peut vous aider des fois sur des petites démarches et vous donner des conseils, mais c'est pas notre métier à la base et surtout on n'est pas formé pour ça. Alors on a acquis quelques expériences à force de corriger des problèmes dessus, mais voilà, on n'est pas spécialisé dans ce domaine-là. Donc on va passer maintenant sur la protection sociale. Donc je vous l'ai dit, vous allez payer des cotisations, mais ces cotisations, à quoi elles vont servir? Tout d'abord, vous allez cotiser donc pour la retraite, donc la retraite de base et également la complémentaire obligatoire, mais également pour l'invalidité décès. Donc ces cotisations vont être versées à l'URSSAF qui le redirigera vers, la CARSAT ou la CIPAV, pour certains, mais si la CIPAV, non, c'est pas nous qui je dis une bêtise, c'est pas nous qui le prenons, c'est la CIPAV directement, qui va le faire. Donc voilà, donc première règle, vous allez cotiser à la retraite. Donc important de savoir pour la retraite, lorsque vous êtes auto-entrepreneur, si vous ne déclarez pas de chiffre d'affaires, attention, vous ne validez pas de trimestre. Vous avez ici un tableau qui récapitule le chiffre d'affaires en fonction de votre activité, qui est nécessaire pour valider un, 2, 3 ou 4 trimestres. Donc si vous faites de la prestation de service, il vous faudra faire 3 495 € de chiffre d'affaires minimum pour valider un trimestre, le double pour 2, le triple pour 3 et le quadruple pour 4. Donc c'est la même règle. Vous voyez que pour le chiffre d'affaires de vente, le montant est plus important, tout simplement parce que vous avez un taux de cotisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est beaucoup plus faible puisque vous n'êtes qu'à 12,30 au lieu de 21,20. Donc forcément, sur chiffre d'affaires équivalent, vous payez moins de cotisations. Et comme ce qui est important, c'est les cotisations que vous payez pour valider votre trimestre retraite, il va vous falloir un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Donc, important à savoir, si vous n'atteignez pas ce chiffre d'affaires minimum, même si vous avez fait par exemple 5 000 € de chiffre d'affaires en vente, vous ne validerez pas un trimestre. Donc, c'est une question qu'on a souvent avec des gens qui nous appellent en nous disant: «Mais je ne comprends pas, j'ai payé des cotisations pendant que j'étais auto-entrepreneur. Aujourd'hui, je vais à la retraite et la CARSAT me dit que je n'ai pas validé le trimestre». Oui, ça peut arriver si vous avez eu un chiffre d'affaires qui était plus bas que le seuil minimal demandé et donc là, effectivement, vous aurez payé des cotisations, mais vous n'aurez pas validé de trimestre ni de points de retraite. Donc important à savoir et d'être vigilant là-dessus. Au niveau de la CAF, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de gros changements. Vous allez avoir les mêmes droits que, tout le monde. Donc ces droits, c'est quoi? Beh, prime à la naissance ou à l'adoption, l'allocation de base, le complément de libre choix de mode de garde si vous avez des enfants que vous faites garder en crèche ou auprès d'assistantes maternelles agréées,
le RSA, la prime d'activité ou l'aide, personnelle au logement, donc l'APL. Donc ça, ce sera à la CAF où vous créez votre compte sur le site de la CAF et vous pourrez gérer vos demandes. Donc là, pas de fonctionnement particulier. Les règles sont les mêmes que celles que vous connaissez aujourd'hui en tant que salarié, donc pas de gros changements. Concernant l'assurance maladie, avant de parler de la couverture, quelques bons réflexes à avoir pour éviter, de rencontrer des problèmes futurs. Le 1er sera de vérifier que vous avez bien un compte Amélie, qui est créé et surtout qu'il est à jour. On sait, que normalement souvent au moment de la création de l'activité, c'est peut-être le moment où on va déménager parce qu'on a besoin de local pour la future activité professionnelle. Donc est-ce que l'assurance maladie a bien toutes les informations, sur mon adresse postale? Est-ce qu'elle a bien les bonnes et est-ce qu'elle a pas les anciennes? Ça évitera notamment qu'elle vous envoie des courriers, là où vous n'êtes plus. De la même manière, étant donné que vous allez, traiter avec des banques, vous pouvez changer de banque éventuellement à ce moment-là. Donc vérifier que les coordonnées bancaires, que possède la CPAM sont bien les bonnes et qu'en cas de remboursement, ils vont vous rembourser au bon endroit. Dernier point important, c'est la carte vitale, vous l'avez tous dans le portefeuille. C'est très bien, mais elle est pas magique. Donc une fois que vous avez vérifié que toutes les informations à la CPAM sont à jour, vérifiez bien et mettez à jour votre carte vitale pour vous assurer que le jour où vous serez malade, les informations qu'elle va communiquer seront bien les bonnes. N'attendez pas d'être malade pour dire: «Ah mince, j'aurais dû le faire». Donc attention à ça parce qu'on voit souvent des gens qui nous disent: «Oui, je suis tombé malade, la CPAM ne me rembourse pas». C'est pas qu'elle ne veut pas vous rembourser, c'est pas que l'URSSAF n'a pas transmis vos cotisations, c'est tout simplement que les informations ne sont pas bonnes. Donc soyez vigilants par rapport à ça, ça vous évitera des problèmes futurs. Au niveau de l'assurance maladie, donc les droits que vous allez avoir, donc je vous le disais, c'est des remboursements maladie, maternité. Vous allez également pouvoir accès, à la complémentaire santé solidaire qui est une mutuelle, enfin, qui est l'équivalent d'une mutuelle, qui peut vous être fournie par la CPAM si vous avez des revenus très faibles. Donc sachez que ça existe et n'hésitez pas à vous tourner vers la CPAM pour demander le bénéfice de cette complémentaire santé solidaire, plutôt que de payer une mutuelle, personnelle qui souvent vous coûtera beaucoup plus cher. Donc sachez que ça existe, notez-vous-le. Vous allez avoir de la même manière, des indemnisations en cas d'arrêt de travail et des indemnités journalières pour maladie, des prestations journalières pour la maternité, la paternité ou l'adoption, donc des choses qui sont connues et qui existent et auxquelles vous continuez à avoir droit. Alors je sais pas, j'ai pas regardé les dernières questions. Je sais pas Joël si tu en as vu passer, J'en ai vu passer plein, mais ouais. bon, il faut reprendre le déroulé. Alors je vois une question, donc notre carte vitale perso est associée au compte pro? Non. Je vous rappelle, c'est ce que je vous ai dit au début, en tant que chef d'entreprise, un auto-entrepreneur, l'entreprise, elle est à votre nom. C'est vous qui portez, l'entreprise en tant que personne physique. Donc effectivement, votre numéro de sécurité sociale, reste en activité et lorsque vous êtes malade, c'est votre carte, vitale personnelle, qui va vous servir. Donc après, elle est pas forcément au niveau du compte pro, je sais pas si vous parlez du compte bancaire, vous n'êtes pas obligé de demander les remboursements sur votre compte bancaire professionnel, vous pouvez les demander sur votre compte bancaire personnel, il y a aucun problème par rapport à ça. Question intéressante, si on reste au chômage, en plus, que se passe-t-il? Vous allez pouvoir, notamment avoir des compléments de revenus de la part de Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, il faut que je m'y habitue, et vous devrez déclarer, à France Travail le montant du chiffre d'affaires que vous aurez déclaré, sur les sites de l'URSSAF, donc mensuellement ou trimestriellement et d'ailleurs, si c'est le cas, je vous conseille de prendre les déclarations mensuelles, ce qui simplifiera énormément la tâche. Est-ce qu'on bénéficie de la CMU en auto-entreprise? Alors c'est plus la CMU, mais c'est, ce que je vous disais,
c'est la complémentaire santé solidaire qui peut effectivement, intervenir dans ces cas-là. Allez, je continue parce que le chrono tourne. Au niveau des auto-entrepreneurs, donc vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires. Donc demain, vous devrez aller sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, donc soit le site internet, soit l'application mobile auto-entrepreneur.ursaf, donc il y a exactement les mêmes fonctions. Il faut savoir que c'est une obligation légale de déclarer et de payer en ligne, même si vous voyez qu'il n'y a que 98 des auto-entrepreneurs qui le font. Nous avons une tolérance pour certaines personnes qui se trouvent en zone blanche et qui techniquement ne peuvent pas le faire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas 100, mais sinon voilà, c'est une obligation. Important à savoir, donc vous devez déclarer et payer en ligne et vous devez faire des déclarations même si vous avez fait zéro de chiffre d'affaires. Si vous ne faites pas une, déclaration même à zéro, sachez que vous risquez une pénalité de 58 € par déclaration manquante. Donc soyez très vigilants par rapport à ça et pensez à faire vos déclarations régulièrement pour pas être embêté. Une fois que vous aurez fait donc vos déclarations, vous allez devoir payer. Pour payer, vous avez 3 solutions, donc soit le télépaiement, soit la carte bancaire, soit le virement bancaire. On vous conseille très fortement le télépaiement. Pourquoi on vous le conseille? Tout simplement parce que c'est gratuit. Donc vous rentrez votre RIB la première fois sur le compte et vous dites: «Je t'ai payé avec le télépaiement» et c'est nous qui allons prélever à la fin de la période, le montant que vous nous devez. Donc vous n'avez pas de paiement, enfin il n'y a pas de somme d'argent supplémentaire, alors que si vous faites un virement bancaire, souvent la banque va vous demander 1 ou 2 € de frais. Donc déjà, c'est intéressant et par rapport à la carte bancaire, gros avantage, c'est que lorsque vous faites votre déclaration, donc je vous rappelle que vous avez tout le mois suivant pour faire la déclaration. Donc par exemple, je veux déclarer mon chiffre d'affaires de janvier, j'ai tout le mois de février pour le faire. Et que vous fassiez votre déclaration le 1er, le 5, le 10 ou cette année le 29 février, vous ne serez prélevé que le dernier jour. Donc vous n'êtes pas pénalisé, alors que si vous payez par carte bancaire, beh, ça marche comme quand vous allez faire vos courses. Dès que vous mettez la carte bancaire et les infos, vous allez être prélevé de suite. Donc en termes de gestion de trésorerie, c'est un peu pénalisant. Donc c'est pour ça qu'on vous propose le télépaiement, mais libre à vous de choisir. Nous, ça ne va rien changer pour nous. Au niveau des autres services que vous allez trouver sur le compte, donc vous avez ici un visuel, du compte avec les rubriques déclarés et payés, mes paiements, mon compte et cetera. Donc vous allez avoir, un certain nombre d'éléments, donc vous allez retrouver l'historique de vos déclarations, vous allez pouvoir télécharger, des attestations les plus courantes, que vous avez besoin. Vous allez retrouver l'historique de tous vos paiements, vous savez le solde de votre compte. Vous pouvez demander des délais de paiement via ce biais-là et vous avez une messagerie qui vous permet, de communiquer avec l'URSSAF au quotidien. Donc voilà pour les éléments principaux du site. Pour ceux qui sont, donc inscrits, à Pôle emploi, donc je vous l'ai dit, auprès de France Travail, donc vous devrez justifier de vos déclarations de chiffre d'affaires. Donc privilégiez les déclarations mensuelles et vous pourrez télécharger dès que vous avez fait votre déclaration, le justificatif à leur envoyer, pour, débloquer votre situation auprès d'eux. Petite info, importante, vous risquez de recevoir des, documents comme celui que vous avez. Attention, il y a énormément, de documents d'arnaque et de tromperie qui vont vous réclamer de l'argent. Donc même si ça peut paraître officiel, soyez très vigilants sur ça. Renseignez-vous, normalement, à part, l'URSSAF et les impôts, personne n'a à vous réclamer de l'argent. Donc attention, à tous ces documents que vous pourriez recevoir, soyez vigilants par rapport à ça. Allez, avant de passer au dernier point, je regarde si on a, quelques points. Alors au niveau je voyais au niveau des déclarations, doit-on déclarer les heures effectuées non payées? Non, ce que vous déclarez, c'est uniquement l'argent que vous encaissez et au moment où vous l'encaissez. Donc par exemple, vous avez fait un chantier et vous avez fait votre facture le 30 janvier et votre client vous paye le 5 février, ce ne sera déclaré que sur le mois de février.
Vous ne déclarez pas le montant des factures, mais le montant que vous avez encaissé. Si on oublie un mot ou 2, est-ce pénalisable? Alors sur le principe, oui. Après, même si on a une image très méchante à l'URSSAF, on essaie d'être humain et on conçoit qu'il puisse y avoir des erreurs et des oublis, notamment au démarrage de l'activité. Donc on est un peu plus souple par rapport à ça. Après si c'est, des oublis, 1 mois tous les 3 mois, on devient un peu moins conciliant. Si on a fait un CA 0, est-ce qu'on a quelque chose à payer? Non, puisque le montant de vos cotisations dépend de votre chiffre d'affaires. Donc 0 € de chiffre d'affaires multiplié par un taux de cotisation, ça ne fera jamais que 0. C'est un des avantages de la micro-entreprise. Dernière partie, donc je vous disais que l'URSSAF pouvait, également et avait un rôle d'aide auprès des chefs d'entreprise. Mais comment on va pouvoir vous aider? D'abord, en vous proposant, si vous avez des difficultés, d'adapter le paiement de vos cotisations. Donc, il vous faut savoir que lorsque vous déclarez et que vous payez, vous avez la possibilité de changer le montant des cotisations que vous payez, et notamment si ça vous fait trop la première fois, vous pouvez faire le choix de n'en payer qu'une partie. Euh, Vous risquez d'avoir des pénalités sur l'autre partie, mais vous pouvez le faire, c'est une solution qui vous est proposée. Si vous avez des grosses difficultés, vous pouvez également solliciter un échéancier de paiement, sur l'ensemble des sommes que vous ne pouvez pas régler. Sachez également que, l'URSSAF propose une action sociale qui peut intervenir auprès des travailleurs indépendants qui sont en difficulté. Donc si vous avez, des soucis, importants, n'hésitez pas à nous solliciter. Pour vous donner des exemples, l'action sociale, est intervenue pendant le covid, a aidé énormément d'entreprises à ce moment-là. Elle en aide actuellement avec toutes les inondations, qu'on a eues dans le nord de la France sur des entreprises qui sont touchées. Donc voilà, donc sachez que ça existe. Je vous souhaite de ne pas en avoir besoin, ça veut dire que votre entreprise marchera très bien, ce que je vous souhaite, mais sachez que ça existe, donc gardez l'info, sous le coude. Vous avez également un dispositif qui s'appelle Help, qui est une offre coordonnée de la sécurité sociale. Donc quand je dis offre coordonnée, ça veut dire que tout simplement les dossiers vont être instruits par l'ACAF, la CPM, la CARSAT et l'URSSAF ensemble. Donc c'est intéressant notamment si vous avez des soucis, avec plusieurs caisses à la fois, ou du moins, à partir du moment où votre problème concerne plusieurs organismes, le fait de solliciter Help peut aider à résoudre les problèmes un peu plus rapidement. Et ensuite, dernier point, alors ça vous concerne moins puisqu'a priori vous êtes en phase de création, donc vous parlez de cessation, c'est un peu, tôt. Mais voilà, sachez que le jour où vous arrêterez, l'URSSAF a également un dispositif d'aide à la cessation de votre activité, et donc on pourra vous conseiller, sur comment, arrêter votre activité et surtout les démarches à faire par rapport à la retraite et par rapport à l'URSSAF. Vous avez également un dispositif qui là, par contre, vous intéresse directement, qui s'appelle «Mes premiers mois avec l'URSSAF», donc qui est un dispositif pendant lequel on vous propose de vous accompagner pendant 9 mois. Et donc vous allez recevoir régulièrement des informations personnalisées par rapport à votre entreprise. On va vous proposer de participer à des webinaires, du même genre que celui où vous êtes aujourd'hui, mais vous avez également la possibilité de bénéficier de rendez-vous avec des conseillers, de façon à vous aider, à vous préciser éventuellement, des éléments que vous n'auriez pas compris dans le fonctionnement. Donc vous allez recevoir suite à votre création, une proposition pour adhérer à ce service. Je vous invite très fortement à le faire, ça ne coûte rien, ça ne vous oblige à rien, mais par contre ça vous permet de bénéficier d'un accompagnement qui peut être intéressant et qui peut vous rassurer dans les premiers mois de votre activité. Donc pour y adhérer, si vous voulez le faire plus rapidement qu'en ayant reçu l'info, vous allez tout simplement sur ursaf.fr et vous choisissez «Mes premiers mois à l'URSSAF» et vous aurez juste à vous inscrire pour pouvoir rentrer dans le dispositif. Dernier point avant de conclure, donc vous avez ici un certain nombre de liens où vous avez de l'accès à de l'information. Donc vous avez le site bien entendu auto-entrepreneur.ursaf.fr où vous retrouverez,
énormément d'éléments sur le fonctionnement de l'auto-entreprise. Vous avez également, l'assistant virtuel, le chatbot qui est disponible sur le site, sur lequel vous pourrez poser des questions. Mais vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, sur TikTok, sur, LinkedIn ou sur, ex-Twitter, maintenant X, où vous allez retrouver de l'information, qui va vous permettre d'évoluer, au niveau de votre entreprise et de répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Joël, Allez, je te laisse ouais, la même pour la suite. je reprends la parole, 2-3 minutes, avant de prendre un temps avec Hervé de questions-réponses. On va essayer de répondre, enfin Hervé va essayer de répondre à un maximum de questions. Juste pour vous dire que les web-séries, ça continue demain avec Google Atelier Numérique qui viendra, présenter, ses prestations pour booster son projet, avec leur structure. Mais, ce que je voulais vous dire, c'est que, semaine prochaine, au sein de l'ensemble des agences de l'ADI sur la région Occitanie, on organise des événements, sur lesquels on vous propose de venir vous rencontrer. C'était une de vos demandes l'année dernière, vous rencontrer et éventuellement rencontrer un conseiller de l'ADI. Si vous le souhaitez, je vous mets dans le chat le lien pour vous inscrire. C'est un Google Forms sur lequel vous trouverez l'ensemble des événements. Je viens de vous l'envoyer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à venir vous poser vos questions. On essaiera d'y répondre. Si le conseiller ADI n'a pas toutes les réponses, en tout cas, il se renseignera auprès des partenaires avec qui nous travaillons pour vous apporter un maximum de satisfaction. Ce que je te propose, Hervé, c'est peut-être prendre 5 minutes Oui. pour essayer de répondre au maximum des questions. Alors, Alors, euh, je vais remonter le ouais, fil au fur et à mesure, je vais essayer d'en faire le maximum. Alors, une question de Tourian: «Est-ce que je peux avoir vos coordonnées pour quelques questions en tant que wedding planner?» Alors, les miennes, non, parce que vous êtes nombreux et que j'aurai pas assez de temps pour tous vous satisfaire. Par contre, vous pouvez, effectivement appeler les services de l'Urssaf au 36 98 ou demander des informations, via votre messagerie de votre compte, voire même demander un rendez-vous et on se fera un plaisir de vous répondre et de répondre, à toutes les questions que vous posez. Pour un logiciel développé personnellement, devient-il patrimoine de l'auto-entreprise? Alors, la question est un peu vague, donc ça va être compliqué de vous répondre. J'aurais tendance à dire, oui, parce que si vous le développez avec l'entreprise, ben, il appartient à l'entreprise, mais il faudrait voir de manière plus précise. Heu, Action sociale et help existe, accompagner à l'Urssaf si on a des soucis. Oui, ça existe. Comment avoir accès à des conseillers avant la création? Vous pouvez très simplement prendre rendez-vous sur notre site et demander un rendez-vous, et vous aurez des conseillers qui vont vous recevoir et vous donner des conseils. Alors, ça peut être, des rendez-vous physiques ou des rendez-vous téléphoniques, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Non. Pour valider le justificatif de CA Pôle emploi, vous devez déclarer 1 heure de travail en micro pour valider. Alors oui, je crois qu'il y a une astuce effectivement comme ça. Je crois que le site de Pôle emploi oblige de marquer 1 heure dans la case nombre d'heures, pour que vous puissiez valider le chiffre d'affaires en face. Je ne suis pas expert, mais j'ai effectivement déjà entendu parler de ça. Si on veut créer une auto-entreprise, avant de basculer sur une société, quelles sont les formalités? Alors tout ce qui est formalité de création d'entreprise, c'est tout à l'INPI, donc c'est sur le site de l'INPI, sur le site du guichet unique où vous allez faire toutes les démarches de création, de modification, de radiation de votre activité. Qu'est-ce qui détermine quand on est en prestation de service si on est au BIC ou BNC? Beh, tout simplement votre activité. Est-ce que c'est une activité, industrielle et commerciale ou non commerciale? Est-il possible de changer de code APE si l'activité évolue? Bien évidemment, vous pouvez même changer de code APE, si, celui qui vous a été attribué ne vous paraît pas être le bon. Mais si effectivement vous avez un changement d'activité, il vous faut signaler, donc toujours sur le site du guichet unique, le changement d'activité et déclarer votre nouvelle activité principale, de façon à ce que votre code APE évolue. Du OK.
Est-ce que l'ACRE est rattaché à la première immatriculation en tant qu'auto-entrepreneur ou à la deuxième si on change de code NAF pour développer l'activité, surtout si on ne demande pas l'ACRE pour la première immatriculation? Alors, je vous avoue que je ne comprends pas bien votre question, mais normalement, l'ACRE, vous la demandez, la première fois. Si ensuite vous avez une deuxième création, vous êtes plus créateur, mais modificateur d'entreprise. Donc si vous ne l'avez pas demandé la première fois, a priori, vous n'y aurez pas droit. Mais si j'ai bien compris votre question, ce dont je suis pas sûr. Déclare-t-on le CA facturé ou le CA encaissé? Donc c'est le CA encaissé. Est-ce que travailleur indépendant ou entrepreneur individuel, c'est la même chose? Oui. Peut-on aborder les frais à déduire en tant qu'auto-entrepreneur? Alors oui, on peut en parler, il y en a pas. Comme ça, c'est simple. Vous n'avez rien à déduire, vous devez déclarer le chiffre d'affaires en totalité, vous n'avez pas de déduction à faire. Pendant que tu lis, je réponds juste à une Oui, question, certains n'ont pas vas-y, vas-y. reçu le replay, enfin pas le replay, le PDF de la présentation d'hier. Je vous mets un lien là, que je viens de mettre en place pour le télécharger. Vous le trouverez en cliquant sur le lien que je viens d'indiquer. Voilà. OK. À quelle date du mois faire la déclaration? Donc c'est ce que je vous disais, vous avez, pour ceux qui sont, en mensuel ou en trimestriel d'ailleurs, une fois que votre période est finie, donc si vous êtes en mensuel, vous voulez déclarer le mois de janvier, vous avez tout le mois suivant pour faire votre déclaration. Si vous êtes en trimestriel, à la fin du premier trimestre, donc janvier, février, mars, vous aurez tout le mois d'avril pour faire votre déclaration. Allez, 2-3 dernières questions et après on arrête parce qu'il est déjà 12 heures. Alors, ce n'est pas une question personnelle, mais générale. La question de l'ACRE par rapport au trimestre pris en compte, ou quand on a eu l'ACRE, alors je comprends pas la question, donc je peux pas vous répondre. Ça j'ai déjà répondu. OK. Lorsqu'on n'a pas de domicile, où domicilier notre activité de service? Alors vous avez des entreprises de domiciliation qui existent, où vous pouvez, faire le nécessaire. Je rappelle que le PDF de la présentation plus le replay sera, transmis cet après-midi à tous les inscrits. Voilà. OK, bon ça j'ai déjà répondu. Allez. Non, ouais, bon, je retrouve à Allez. peu près les questions auxquelles j'ai répondu, donc Bon, allez, on va arrêter là. Il est 12 heures, c'est ce qu'on avait prévu. On avait prévu 1 heure. On a tenu le timing. Écoutez, on vous remercie pour votre présence. On a eu beaucoup de monde, on a eu 427 participants, donc navré si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, personnelles. Voilà, c'était pas jouable. Je vous ai envoyé tout à l'heure le lien avec, pour vous inscrire sur les ateliers, présentiels que l'ADI organise semaine prochaine. Si vous avez des questions, ce sera le moment peut-être de les poser à ce moment-là. Et puis, en tout cas, on vous souhaite avec Hervé une très bonne journée. Merci Hervé. merci à vous, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.